Quels sont les différents endroits de Libercourt qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO? Paul. Je m'appelle Virginie Béclin, je suis enseignante en classe de CM2 à l'école Pontigny de Libercourt. Est-ce que vous saviez que Libercourt, le bassin minier, était inscrit au patrimoine UNESCO? Quand je suis arrivée ici sur Libercourt, les élèves avaient une méconnaissance de leur ville et de leur territoire. Les élèves ne savaient pas que ces sites étaient classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc on a fait le lien pour que les enfants voient que leur territoire peut être équivalent aux pyramides d'Égypte. On est parti aller visiter le bassin minier, que le terri il faisait partie de l'UNESCO, l'église de Saint-Henri aussi, la cité de la Faisanderie, la cité du Verger et la cité de la Forêt. Depuis qu'on a travaillé sur Libercourt et sur l'UNESCO, est-ce que votre regard a changé par rapport? Les élèves sont assez surpris de voir que leur ville, le bassin minier, soit à l'UNESCO parce que pour eux, c'est tellement dans leur quotidien qu'ils voient comme ça quelque chose de banal. On a vu maintenant que c'est quelque chose de plutôt extraordinaire. Je propose donc que nous passons à l'adoption de la décision bassin minier Nord-Pas-de-Calais pour la France. Il n'y a pas d'objection, il en est ainsi décidé. Cette inscription, ce n'est pas un détail de notre histoire, c'est notre histoire. L'inscription UNESCO, c'était pour retrouver de la confiance, retrouver de la dignité et de la fierté, changer le regard sur le territoire, faire prendre conscience qu'il y avait des choses qui avaient de la valeur. Comme par exemple, les cités minières, c'est une valeur incroyable. Je m'appelle Edmond Oschak, je suis dourgeois depuis toujours et je travaille à la mairie de Dourges. Je suis également président de l'amicale polonaise et de la sauvegarde de l'église Saint-Stanislas. Les Polonais sont arrivés à Dourges en 1922, 1923 et les années qui ont suivi. Et ils ont été installés dans ce que l'on appelle ici l'ancienne cité Brunot, celle qui vient d'être restaurée. Et donc les Polonais ont représenté pratiquement 100% de la population, ou 90%. La cité Brunot a été construite entre 1904 et 1908. C'est la première cité-jardin en Europe continentale. Elle est inspirée de l'architecte Howard en Angleterre qui a construit des cités pour les ouvriers là-bas dans certaines régions d'Angleterre. Sa spécificité, c'est d'avoir construit non pas des corons comme auparavant, mais des habitations avec des jardins et en plus avec un style régionaliste. La cité a été restaurée entre 2012 et 2017 et l'objectif était bien sûr de rendre au plus près possible la cité à son état naturel. Refaire apparaître les frises, toute l'architecture, etc. Lui donner ce caractère que l'on a toujours connu de convivialité dans la verdure, etc. Au fur et à mesure de la rénovation, on s'est rendu compte qu'on avait un lieu exceptionnel. Et depuis 10 ans, on reçoit vraiment beaucoup de visiteurs. Et l'intérêt vers le patrimoine minier a été valorisé grâce à l'UNESCO, tout simplement. Et les gens ont appris ou réappris à connaître ce patrimoine. Et en fait, on apprend à découvrir ce territoire. On se l'approprie. Et je pense que l'idée, c'est de pouvoir continuer à aller dans ce sens-là. Je m'appelle Stéphane Lyon, je suis chargé de mission à Eden 62 et je suis responsable du secteur Hénin-Carvin-Arageois. Nous sommes aujourd'hui ici sur le terri 115 du Bois d'Épinaux.
Alors la nature des aménagements réalisés sur les terris ont consisté à amener une plus-value pour le public visitant les terris. Alors on a réaménagé les points de vue, on a créé de nouveaux cheminements, nous avons mis de nouveaux équipements. Donc tous ces éléments permettent aux gens d'avoir une visite agrémentée et beaucoup plus sympa qu'elle n'était avant. C'est pour fermer l'arbre, il est tombé. Ouais. Et il a pété toute la clôture. L'objectif de ces aménagements, c'est d'attirer le plus possible de gens sur nos espaces naturels sensibles, classés au titre des paysages. Grâce aux aménagements, effectivement, on a une fréquentation accrue du nombre de visiteurs, alors des touristes et également des locaux sur ces sites classés. Là aussi, on est assez fiers, car on le prend comme une marque de reconnaissance. Cette année, vous aurez la chance de courir, faire du vélo, crapahuter sur des terris qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Oh yeah, now. We lead, we don't. We lead, we don't. We rockin' out with a new sound. Everybody's talking about us, but we catch your feels now. Look at us go. We got the power to believe and achieve, yo. We break records like Motown, feeling the flow, stir it up from the underground. Let the people know that we're here to set them free, cause we're making history, yeah, we're making history, hey. Je m'appelle Jérôme Adiouk, j'ai 38 ans, j'habite Méricourt. J'ai toujours vécu sur le territoire depuis ma tendre enfance. J'ai fait du trail parce qu'il y a le côté nature qui est plaisant. Et puis on a un terrain de jeu ici magnifique et ça m'a tout de suite plu. Partir comme ça pendant des heures à la découverte de secteurs que je ne connaissais pas, ça a vraiment été un plaisir pour moi de faire ça. Une grande partie de mes entraînements, je les fais sur les terris. Et puis des fois, je m'absente d'un terri, quelques mois après j'y vais, je le redécouvre différemment. Les arbres ont poussé, la nature a repris ses droits et je redécouvre des spots. Je suis petit-fils de mineur, donc pour moi ça me paraissait tellement logique de rendre hommage quand je courais. Ça me faisait penser à tous nos grands-parents et tous nos ancêtres qui ont pu courir, travailler surtout ici. Et j'avais comme ça l'impression d'être avec eux. Grâce à ce label UNESCO, je pense que le bassin minier s'est forgé une réputation. Ça joue aussi sur le regard extérieur. Les gens de la métropole, quand ils arrivent chez nous, ils disent « Ah mais c'est magnifique, vous avez une histoire de fou, je découvre autre chose ». Et là, je trouve qu'il y a beaucoup encore à faire, mais la marche est faite. Il faut continuer les projets, il faut faire découvrir à nos plus jeunes nos territoires. Il y a plein de choses à faire, il y a des projets de stade de VTT, pourquoi pas. Et puis il y a aussi le côté nature, il faut faire découvrir aussi cette nature par des randonnées, par des marches, par des sensibilisations à tout le monde. C'est bien de courir, mais il ne faut pas courir n'importe où. Il faut aussi le valoriser. Et c'est ça le but du sport. s'est arrêté. Je m'appelle Philippe Gallet, j'habite Hénin-Beaumont. Je suis venu avec mes petits-enfants, Maxime et Simon, afin de leur faire découvrir la fosse 99 bis de Wany. Comme nos petits-enfants ne sont pas de la région, déjà leur faire découvrir le 99 bis, parce que c'est important pour eux, c'est leur mémoire, c'est la mémoire de leur papa, de leur grand-père, de leur arrière-grand-père qui était mineur. Moi, je ne savais rien sur les mineurs au départ. Grâce au 99 bis, j'ai réussi à apprendre beaucoup de choses.
à dessiner des crochets. Si vous voulez droitier, on prend la main gauche pour dessiner. Et si vous voulez gaucher, on prend la main droite pour colorier le crochet. T'as fini? Alors. Très bien. Super. Et ben, tu vois, tous les petits exercices, ça t'a permis de dessiner le crochet. L'inscription est importante car c'est vu dans le monde entier et c'est reconnu par des gens qui, par ce biais-là, ont découvert le Nord-Pas-de-Calais, qui est une très très belle région. Il faut garder une image du patrimoine pour nos enfants, nos petits-enfants. Nos ancêtres se sont tellement tués à la tâche dans ce bassin minier qu'il est juste qu'on leur rende hommage. Je suis Christophe Pilch, président de la communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin. Ce meeting aéromobilisme, on discutait des conditions d'accueil. Apparemment aujourd'hui elles sont optimales. Ce classement, il a apporté un sentiment de fierté, un sentiment d'appartenance que les habitants ont désormais sur ces territoires. Et ce sentiment, il est important lorsqu'on veut développer ce territoire, d'avoir ce sentiment d'appartenance pour essayer de le développer en le respectant au maximum. Les élus de ce territoire ont voulu un projet de territoire qui respecte vraiment tout ce patrimoine naturel et matériel de l'agglomération. La jeunesse va jouer un rôle central puisque là on est en train de parler d'héritage et aujourd'hui si nous avons nous en charge cet héritage, demain ce sera à la jeunesse de jouer son rôle et c'est pour ça qu'aujourd'hui la sensibilisation de ce patrimoine et de cet héritage envers la jeunesse est primordiale. Je m'appelle Sandrine Béraud, je suis professeure au lycée d'Archicourt à Hénin-Beaumont depuis déjà pas mal d'années. Je suis professeure d'histoire-géographie et depuis 3 ans, je suis aussi professeure d'AGGSP, donc histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, qui est aujourd'hui une nouvelle spécialité qu'on présente au baccalauréat. Le bassin minier au patrimoine mondial de l'UNESCO est rentré dans nos programmes en AGGSP, dans une partie conclusive, dans laquelle c'est un objet d'étude à part entière pendant plusieurs heures. Et les élèves vont jusqu'à pouvoir le présenter dans un travail oral, s'ils veulent, au grand oral. Alors, est-ce que quelqu'un parmi vous peut rappeler pourquoi ou comment on a mis en place ce travail sur bassin minier patrimoine mondial de l'UNESCO? Le fait d'être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, ça prend du sens aussi et de l'importance pour les élèves. Ne serait-ce que parce que pour une fois, ils sont vus autrement. Ça nous a quand même permis de nous rendre compte que c'est quand même quelque chose, peut-être pas d'exceptionnel, mais quand même de singulier et qu'il fallait le revendiquer. Traditionnellement, on était habitué à travailler le bassin minier à l'échelle plutôt régionale. Aujourd'hui, on dépasse ce cadre pour entrer dans une échelle mondiale. On travaillait sur les critères qui faisaient du bassin minier qu'il était entré, qu'il était inscrit aujourd'hui au patrimoine mondial. Avec le cours que j'ai fait cette année, je me suis vraiment rendu compte quand même qu'on avait une certaine chance d'habiter sur ce territoire. Le fait que ce soit inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, moi c'est un point fort quand même vraiment de ce territoire. C'est bien pour nous de se dire qu'on habite sur un territoire inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le lien, c'est une construction de l'individu, du citoyen dans sa cité. C'est prendre conscience de ses racines, mais pour en faire quelque chose. C'est-à-dire ne pas s'enfermer dans le passé et dans ce qui a été vécu, mais s'en servir pour nourrir une réflexion et prendre en maturité. Pendant longtemps, et je pense toujours, le bassin minier a été caricaturé, a été victime de clichés de la part de toute la France et même de sa population. Je trouvais ça profondément injuste pour un territoire qui a fait la richesse de la France pendant de nombreuses années. Par exemple, dans ma classe, on est une bonne partie à avoir un grand-père mineur, un arrière-grand-père mineur, certains qui sont tombés, coups de grisou, etc. Et c'est quand même important qu'il y ait une certaine reconnaissance
de cela de la part des gens extérieurs. J'aimerais que ce phénomène de reconnaissance continue, qu'il y ait de moins en moins de clichés vis-à-vis de ça, et qu'il y ait de plus en plus de fierté de la population en tant que telle, que ça puisse permettre de ne pas oublier tout simplement. Il y a une conclusion à ça, c'est que pour moi, les gens du territoire sont fiers d'être du bassin minier. Depuis une vingtaine d'années, on a relevé la tête, on s'est remis en situation de se projeter dans l'avenir. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais en même temps, c'est passionnant, parce que c'est un territoire attachant, les gens sont très attachants. C'est un territoire qui a une histoire, et pas une histoire à l'eau de rose, et donc c'est puissant ça.